Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère agricole assez fascinant, une énigme dont la clé est essentielle pour comprendre les bases mêmes de notre production alimentaire. Alors, imaginez un peu la scène. On est en Bourgogne, on a 3 parcelles de maïs, juste à côté les unes des autres. En apparence, tout est identique. Et pourtant, les résultats sont radicalement différents. Comment c'est possible? C'est ça qui rend cette histoire passionnante. Et c'est ça qui est fou. Quand on regarde les faits, tout semble pareil. Le climat, le type de sol, la variété de maïs, la date à laquelle on a semé, tout est constant. Et pourtant, d'un champ à l'autre, la santé des plantes n'a rien à voir. Le puzzle est donc total. Pour comprendre, il ne suffit pas de regarder ce qui se passe en surface. Non, la réponse est ailleurs, cachée juste sous nos pieds. Il va falloir creuser un peu et se pencher sur les caractéristiques physiques du sol lui-même. Allez, on commence notre enquête. Notre tout premier indice, c'est ce qu'on appelle la texture du sol. Alors, la texture, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu la carte d'identité du sol. C'est sa liste d'ingrédients de base. Quelle proportion de sable, de limon et d'argile le compose. C'est sa nature profonde et ça ne change jamais. Et voilà à quoi ressemble un sol qu'on pourrait qualifier d'équilibré. C'est un bon mélange des 3 composants et en général, c'est une excellente base de départ pour l'agriculture. Ce qui est super intéressant, c'est que cette texture a des conséquences très concrètes. Un sol sableux, par exemple, laisse passer l'eau facilement mais ne la retient pas. C'est l'inverse pour un sol argileux, qui va être plus difficile à travailler, mais qui gardera bien l'eau et les nutriments. Sauf que, voilà le hic. Dans notre cas, les 3 parcelles ont exactement la même texture limono-argileuse. Du coup, ce n'est pas ça la solution, c'est une fausse piste. Le mystère reste donc entier. Bon, la texture ne nous aide pas. Passons donc à notre deuxième indice, qui est peut-être la clé de tout, la structure du sol. Alors là, c'est une distinction super importante. Si la texture, c'était les ingrédients, eh bien la structure, c'est la recette. C'est la manière dont ces ingrédients, sable, limon et argile, sont assemblés pour former des petites mottes qu'on appelle des agrégats. Et contrairement à la texture, la structure, elle, change tout le temps. En gros, il y a 3 familles de structures. Et celle que tout le monde veut, c'est la structure fragmentaire. Imaginez un bon gâteau au chocolat, bien aéré, qui s'effrite facilement. C'est parfait pour les racines, l'air et l'eau. Tout le contraire de la structure compacte, qui forme des blocs durs. Mais, et c'est là que ça devient crucial, ce n'est pas tout d'avoir une bonne structure à un instant T. La vraie question, c'est est-ce que cette belle structure peut tenir dans le temps? C'est notre troisième et dernier indice, la stabilité. Et pour mesurer ça, il y a une expérience toute simple mais très révélatrice, le slack test. On prend une motte de terre, on la met dans l'eau et on regarde si elle se désagrège. Ça nous montre comment le sol réagit à une agression, comme une grosse pluie par exemple. Le résultat est saisissant. Un sol instable dégradé va littéralement exploser dans l'eau et se transformer en boue, alors qu'un sol stable, comme un sol de forêt, ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est plein de vie, de champignons, de bactéries, qui produisent des sortes de cols biologiques qui maintiennent le tout ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut détruire une bonne structure? Eh bien, le principal coupable, on le connaît, c'est le passage d'engins lourds sur un sol détrempé. Ça écrase littéralement l'architecture du sol, ça le compacte. Ok, on a toutes nos pièces du puzzle, la texture, la structure et la stabilité. Il est temps de retourner sur nos 3 parcelles et de résoudre enfin cette énigme. D'abord, la parcelle numéro 1, celle qui a le mieux réussi. Ici, la récolte a eu lieu dans de très bonnes conditions, sur un sol sec. Le travail standard de la terre a suffi à créer une superbe structure fragmentaire et le maïs a pu s'enraciner profondément. Un vrai succès. Ensuite, la parcelle numéro 3, le cas intermédiaire. Là, c'est l'inverse. La récolte s'est faite sur un sol humide. Le poids des machines a tassé la terre en gros blocs durs. Les racines du maïs n'ont eu d'autre choix que de se faufiler dans les fissures entre ces blocs, ce qui a bien sûr limité leur croissance. Et enfin la parcelle 2, le véritable échec. Et c'est là que c'est le plus instructif. Après une récolte dans des conditions moyennes, l'agriculteur a voulu arranger les choses en passant et repassant avec ses outils pour casser les mottes. En faisant ça, il a en fait pulvérisé ce qui restait de structure, créant une couche de béton impénétrable. Les racines ont été complètement bloquées. Et ce graphique, il résume tout parfaitement. Si on prend la parcelle 1 comme référence à 100%, on voit que la parcelle 3, celle qui a été tassée, n'atteint que 65% de son potentiel. Et la pire, la parcelle 2, celle qui a été trop travaillée, peine à atteindre 30%. L'impact de la structure est direct et massif. La grande leçon de cette histoire, elle est là. On ne peut pas changer la texture de son sol, c'est un fait. Par contre, la structure, c'est nous qui la créons, ou qui la détruisons par nos pratiques. C'est exactement ce que les chercheurs ont conclu. Ils nous disent que tout se joue au moment de la récolte. C'est l'état du sol à ce moment-là qui va dicter tout ce qu'on pourra faire l'année suivante. Au fond, cette histoire nous rappelle quelques principes de base. La structure du sol est fragile, elle vit. Nos pratiques, et surtout le moment où on les applique, ont un impact énorme.
Travailler un sol humide est une des pires choses à faire. Et surtout, rien n'est jamais effacé. Une mauvaise année aura des conséquences sur la suivante. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Maintenant qu'on sait à quel point l'architecture du sol est cruciale et facile à abîmer, qu'en est-il vraiment de l'état des sols dans nos champs et nos jardins? À quoi ressemble-t-il vraiment?